Revenons un instant sur un texte que nous avons déjà évoqué dans nos vidéos précédentes. Il s'agit d'un passage du philosophe britannique Arthur E. Miller qui s'émerveillait des ressemblances entre le vivant et la machine. Son enthousiasme partait d'un point de vue fonctionnaliste. Pour lui, si deux choses remplissent la même fonction, alors elles sont fondamentalement semblables. Mais à force de traquer les ressemblances, son regard devenait presque idéologique. Il ne voyait plus les différences. Et dans cette vidéo, je voudrais au contraire insister à nouveau encore sur une autre différence absolument cruciale. Arthur E. Miller affirmait que lorsqu'on ouvre une machine et qu'on observe un organisme vivant, les similarités sautent aux yeux. Pourtant, c'est tout l'inverse que montre Giuseppe Longo dans son ouvrage Le cauchemar de Prométhée, publié en 2023. Longo est un chercheur italien, mathématicien, logicien, et qui travaille à l'École normale supérieure de Paris. Et ce qu'il montre, c'est justement que lorsqu'on démonte une machine, on découvre des éléments d'assemblage extérieurs, des vis, des boulons, de la colle, de la soudure, des clips pour assembler les parties. En somme, des pièces qui tiennent ensemble grâce à une force imposée de l'extérieur. Prenez un ordinateur, une manette de jeu, une souris. Dans chacun de ces objets, vous trouverez ce type de fixation. Mais ouvrez un être vivant, ou observez-le simplement, et vous verrez autre chose. Aucun boulon, aucune colle, aucune soudure. Le vivant ne tient pas par contrainte, mais par une cohésion interne, par des forces biologiques de liaison, tissulaires, chimiques, électriques. Les éléments du vivant ne sont pas juxtaposés. Ils s'engendrent mutuellement, ils tiennent ensemble, parce qu'ils se forment ensemble. Cette différence apparemment technique révèle en réalité une divergence vraiment plus profonde. Et pour la saisir, il faut relire un texte devenu célèbre de l'éthologue Jacob von Uexküll, qui était un ami de Konrad Lorenz, éthologue autrichien, et un texte qu'on trouve dans son livre « La théorie de la signification ». Un passage absolument essentiel que nous allons découvrir maintenant. Je vous lis le texte. Le mécanisme de n'importe quelle machine, telle une montre, est toujours construit de manière centripète. C'est-à-dire que toutes les parties de la montre, les aiguilles, les ressorts, les roues, doivent d'abord être achevées pour être ensuite montées sur un support commun. Tout au contraire, la croissance d'un animal, comme le triton, est toujours organisée de manière centrifuge à partir de son germe. Un être vivant, à l'inverse de machine, n'est pas composé de parties, mais d'organes. Essayons d'abord de comprendre pourquoi l'auteur parle d'une montre. Ce n'est certainement pas par hasard. Au XVIIe siècle, en effet, lorsque Descartes compare les êtres vivants aux machines, l'un de ses jeunes admirateurs, Fontenelle, pourtant très favorable à sa physique, notamment à sa fameuse théorie des tourbillons, qu'il juge plus pertinente que la théorie naissante de Newton, prend tout de même ses distances sur un point essentiel, la comparaison entre le vivant et la machine. Fontenelle rejette cette comparaison de Descartes. Dans ses lettres galantes, publiées en 1685, Fontenelle écrit ce passage devenu lui aussi célèbre. Vous dites que les bêtes sont des machines, aussi bien que des montres. Vous mettez une machine de chien et une machine de chienne, l'une auprès de l'autre. Il en pourra résulter une troisième petite machine. Au lieu que deux montres seront l'une à côté de l'autre toute leur vie, sans jamais faire une troisième montre. Que veut-il dire ici? C'est très simple, mais en même temps très profond. Comparons le vivant à la machine. Une montre est une machine, oui, mais deux montres côte à côte
ne donneront jamais naissance à une troisième montre. Or, un chien et une chienne, eux, peuvent donner naissance à un chiot. Cela semble évident, presque naïf, et pourtant cela relève une différence décisive. Le vivant peut se reproduire de lui-même à partir de lui-même. Il possède une capacité d'auto-engendrement que les machines n'ont pas. La sexualité n'est donc pas une simple fonction mécanique. C'est un processus génératif, créateur. On ne peut pas le réduire à un programme, à un engrenage. Voilà pourquoi Fontenelle, dans un style ironique, pointe déjà du doigt la limite du modèle mécaniste appliqué au vivant. Mais venons-en maintenant à la thèse principale de Jacob von Uexküll. Le vocabulaire clé ici, c'est celui, vous l'avez perçu, des forces centripètes, des forces centrifuges. Ce lexique suppose une idée simple, mais essentielle, l'existence d'un centre autour duquel des forces s'exercent. Une force centripète, c'est une force qui ramène vers le centre, qui resserre, recentre, unifie. Une force centrifuge, au contraire, désigne un mouvement qui part du centre pour s'en éloigner, et qui donc se diffuse, se déploie. Alors, que veut nous dire Jacob von Uexküll avec ces deux termes? Il veut nous faire comprendre que le vivant ne se construit pas comme une machine. Le vivant se construit de l'intérieur, à partir de processus centrifuges, c'est-à-dire à partir d'un centre qui se divise et se différencie. Tout commence en effet par une cellule unique, qui se divise en 2, puis en 4, puis en 8, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la division cellulaire. Mais cette simple multiplication ne suffit pas. Il faut ensuite une différenciation, car toutes les cellules contiennent la même information génétique. Mais certaines vont devenir des cellules nerveuses, d'autres des cellules osseuses, musculaires, hépatiques, et cela de façon irréversible. Ce processus donc part du centre et se déploie. C'est un mouvement centrifuge, une croissance qui rayonne et se complexifie. À l'inverse, la machine est construite de façon centripète, c'est-à-dire que l'on assemble des pièces séparées, préfabriquées indépendamment, en les rapprochant vers un centre commun, un socle, un châssis, une base. Que ce soit d'ailleurs un ingénieur, un robot ou une imprimante 3D, peu importe, le principe reste le même. On ajuste, on visse, on soude et on emboîte des éléments. Cela produit 3 différences fondamentales entre le vivant et la machine. Différence A, l'indépendance ou l'interdépendance des parties. Car dans une machine, les parties sont indépendantes. On peut construire le torse d'un robot, puis lui fixer une tête, puis ensuite des bras, puis des yeux. Elles peuvent être ajoutées les unes après les autres, comme des modules. Mais un être vivant ne fonctionne pas ainsi. Il ne pousse pas d'abord à un torse, puis une tête, puis des bras. Toutes les parties se construisent ensemble, en interaction. Quand un membre se développe, il influence le développement des autres. Le bras, la jambe, la tête, le cœur, tout est coordonné. Tout coévolue. Différence B, la dépendance vitale entre les fonctions. Dans le vivant, aucune partie n'existe sans les autres. Vous ne pouvez pas avoir un cœur sans circulation sanguine. Vous ne pouvez pas avoir un muscle sans vaisseau, sans oxygène, sans réseau nerveux. Tout est dépendant de tout. Et c'est pourquoi si vous démontez un être vivant, vous ne pourrez jamais le remonter. Le reconstruire, pièce par pièce, est impossible. À l'inverse, une machine, on peut la démonter et la remonter. Elle n'est pas affectée par la séparation de ses pièces. Il n'y a ni interdépendance, ni unité vitale.
Et enfin, autre différence, petit c, les supports de la machine. Ces microprocesseurs, ces CPU, ces GPU, ces disques durs, sont fixes. Ceux du vivant sont dynamiques. Dans une machine, les composants sont figés. Une puce ne se transforme pas. Une carte électronique ne se contracte pas. Tous ces supports sont inertes. Même lorsqu'ils transmettent du mouvement, ils restent même immobiles dans leur structure. Mais dans le vivant, les supports sont instables, actifs, mobiles. Le cœur bat, se contracte et se dilate. Le neurone pulse, change de connexion. Et même le génome contient des gènes sauteurs, qu'on appelle des transposons, qui sont capables de changer de place dans l'ADN. Le vivant n'est pas fait pour rester identique. Il est fait pour changer, muter. Il est en perpétuelle métamorphose. La machine, elle, fonctionne sans qu'aucune de ses pièces, à un moment donné, ne puisse changer. Ces trois différences, construction, interdépendance, transformation, nous montrent une chose simple. La machine et le vivant n'appartiennent pas au même ordre de réalité. Elles ne se ressemblent que si l'on oublie comment elles sont faites, comment elles tiennent ensemble, comment elles évoluent. Alors, que conclure de cette autre piste de recherche? Celle sur laquelle nous nous sommes appuyés ici, l'idée de Giuseppe Longo, l'idée de Jacob von Uexküll. Eh bien, nous pouvons en conclure dans cette vidéo ceci. La machine n'est pas tant un modèle qu'une métaphore qui appauvrit la compréhension du vivant. Lorsque des penseurs comme Arthur E. Miller ou certains transhumanistes veulent assimiler le vivant à la machine, ils ne voient plus ce qui fait sa singularité, à savoir sa croissance autonome, sa structure par différenciation interne, division et différenciation cellulaire, sur le modèle des forces centrifuges. Donc son dynamisme global, et enfin, surtout, sa capacité à se reproduire.